Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette 11e séance du Conseil scientifique indépendant, qui est l'objet de pas mal de censures et d'attaques sur les réseaux sociaux. Donc, il semble que ça fait partie de l'époque où d'une pensée tout à fait légale et licite, souvent intelligente et bien documentée, ne plaisant pas à certains pouvoirs, se voit poursuivis ou combattus. Mais il en faudrait plus pour nous arrêter et on change de plateforme. Il s'agit aussi de s'émanciper d'un certain nombre de géants. Et puis ce soir, on a un programme tout à fait intéressant qui nous est promis et j'aurai le plaisir d'accueillir pour commencer Olivier Soulier, membre du comité scientifique indépendant. Bonsoir Oui, Olivier. bonjour. Bonjour, effectivement, la liberté de penser va continuer à s'exprimer grâce à toi, grâce à tous les membres du CSI et surtout grâce à vous tous qui êtes là à nous écouter et qui allez retransmettre ces informations. Et il y a une force profonde dans la vérité, dans la conviction que nous avons tous et je pense que rien ne nous arrêtera. Et donc, vous êtes tous porteurs et responsables du fait que la connaissance scientifique indépendante puisse se manifester. Bonjour à toi Jean-Dominique et on est parti. Merci. Nous avons également des fidèles du CSI, Vincent Pavant et Hélène Banoun. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Olivier. Ravi d'être avec vous. Nous avons tous et je pense que rien ne nous arrêtera. Et donc vous êtes tous porteurs et responsables du fait que la connaissance scientifique indépendante puisse se manifester. D'accord, il y a une petite boucle de feedback. En introduction, pour accueillir cerise sur le gâteau, le professeur Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie en Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Alors pour ceux qui le rencontrent, voilà, c'est quelqu'un de sympathique et de passionnant avec un nœud papillon. Mais pour les connaisseurs, c'est surtout un des très très grands sociologues contemporains qui a marqué de son empreinte tout un courant de pensée qui peut-être vise moins à démontrer dans le sens où on l'entend aujourd'hui que de montrer un certain nombre de processus qui se surdéterminent dans des niveaux invisibles, dans le niveau de l'imaginaire collectif, de la sensibilité collective, de l'époque. Et donc c'est un grand honneur et une grande joie d'accueillir Michel Maffezoli. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci bien. Voilà, et donc Olivier sera aux commentaires, et puis nous aurons le plaisir d'avoir deux présentations. Une présentation assez technique de la part de Vincent, qui va s'attaquer à un thème récurrent autour des questions scientifiques relatives au Covid, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de concepts qui nous sont brandis comme étant des concepts fiables et en quelque sorte autodéfinis, comme le fameux R0, la manière dont la contamination se répand. Maintenant, on nous parle beaucoup d'immunité collective en disant qu'il faut vacciner tel pourcentage de la population pour l'atteindre. Et puis quand on s'attaque à ces concepts avec un petit peu de rigueur et de pertinence, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus fragile que ce que ça en a l'air. Donc Vincent, sans transition, je te passe la parole pour un décryptage, mais peut-être aussi un dépoussiérage de cette notion tarte à la crème d'immunité collective. Oui, alors juste avant, je vais en profiter pour dire qu'on va couper les lives sur certaines plateformes, mais il faut passer sur Crowdbanker. Donc, si vous voulez continuer à suivre ce live, donc voilà, on va effectivement, il y a l'adresse, donc pour ceux qui n'y seraient pas encore, https://www.crowdbanker.com/CSI pour effectivement tout simplement échapper à la censure, puisque vous savez que cette censure nous poursuit, nous traque, nous harcèle un peu. Donc voilà, alors du coup je vais passer à la présentation. Donc, alors voilà, alors avec deuxième l'immunité, bien sûr, il y a deuxième, je vais expliquer pour la faute d'orthographe. L'immunité collective, donc, n'a pas d'existence théorique. Voilà, donc c'est ça effectivement que je vais développer de manière assez, bien sûr, mathématique, technique, puisque c'est mon travail en fait, d'essayer de construire ce lien entre les choses de la logique, donc les mathématiques et la logique des choses, eh bien c'est le réel qu'on essaie de modéliser. Voilà. Donc, rappel, évidemment, tout ça, c'est dans un contexte de vaccination. Donc, dans le contexte actuel de vaccination, on sait qu'on a une pharmacovigilance qui est totalement saturée. Il y a pas mal d'articles et de liens qu'on peut trouver dans la presse régionale. Néanmoins, donc bon, c'est un petit peu inquiétant. Néanmoins, on constate une volonté gouvernementale, évidemment, d'étendre la vaccination aux enfants, éventuellement la rendre éventuellement obligatoire. Et puis, pourquoi on fait ça? Par cette vaccination, on espère atteindre le fameux seuil d'immunité collective, donc on vous rabat les oreilles, qui aujourd'hui a été placé à autour de 80% donc,
d'immunisation pour la population. Et ça, c'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est la doctrine officielle de l'Institut Pasteur, donc sur laquelle vous pouvez aller voir le site. Alors, d'où vient l'idée de seuil d'immunité collective? Quelle est un peu cette idée? Et pourquoi on calcule ça avec la fameuse formule 1 moins 1 sur R0? Est-ce que tout ça, en fait, ça a une justification théorique? Alors, en fait, bon, ce qu'on va voir, c'est que bien que cette notion soit rabâchée depuis maintenant pratiquement un siècle, en fait, ce seuil d'immunité collective n'a aucune existence théorique. Voilà. En fait, ce seuil d'immunité collective, c'est une espèce de croyance qui résulte essentiellement de l'incapacité totale de l'épidémiologie à s'exercer comme science, c'est-à-dire trouver ce fameux lien donc rigoureux entre les choses de la logique. Ici, les choses de la logique pour l'épidémiologie et ce seuil 1-1 sur 0, c'est les équations dérivées, les équations différentielles ordinaires. Et donc, la logique des choses, c'est tout simplement l'épidémie telle qu'on peut éventuellement l'observer dans le réel. Voilà. Alors donc, je rappelle donc d'où vient cette origine du seuil. C'est le fameux article de Kermack et McKenwick en 1927. Donc, c'est celui-là qui encore aujourd'hui est pris comme référence de toute forme de modélisation en épidémiologie, et tous les concepts, en fait, voilà, tous les concepts sont issus de ce fameux modèle en 1927. Donc c'est un système d'équations différentielles ordinaires sur 3 catégories donc de personnes vis-à-vis de l'état infectieux. Donc S et susceptibles, ce sont ceux qui sont éventuellement capables de contracter le virus. I, c'est les infectés, c'est ceux qui à un instant donné sont dans l'état donc infectieux, et R, c'est les rétablis, c'est ceux qui sont sortis de l'état infectieux, alors soit par guérison, soit hélas par mort. Voilà. Donc dans ces équations, donc qui peuvent être établies, disons, de plusieurs manières, eh bien N, c'est le nombre de susceptibles à l'origine de l'épidémie. Alors on verra très précisément ce que ça signifie mathématiquement l'origine de l'épidémie. Bêta, c'est ce qu'on appelle un taux de transmission des infectieux, et puis gamma, c'est le taux de recouvrement en fait des personnes infectées. C'est un taux de guérison des personnes infectées. Donc voilà pour le rappel des équations. Et donc on prétend que c'est cette formulation mathématique qui va permettre d'étudier et de comprendre tout ce qui se passe en termes de transmission, et donc de dynamique de l'épidémie. Donc c'est ça en fait qui a été développé en 1927, qui a donné donc, à ces concepts, on va voir, de R0 et de l'immunité ensuite collective. Bon. Alors, les auteurs, ils vont étudier donc ce système d'équations différentielles ordinaires, et ils vont en arriver à une conclusion donc, qui était annoncée en introduction d'ailleurs de leur article, c'est il va apparaître, donc je fais la traduction un peu mot à mot, donc il va apparaître que pour des taux d'infection et de recouvrement, effectivement, il apparaît un seuil critique dans la population. Et si la population en question est dessous, effectivement, ce seuil, alors l'introduction d'un seul infecté ne donnera pas lieu à une épidémie, tandis que si, effectivement, la population est en dessous de ce seuil, eh bien, l'introduction d'un infecté va donner lieu à une grosse épidémie. Alors, c'est quoi ce seuil, en fait, qui donne ou pas lieu à une épidémie? Eh bien, c'est le rapport bêta fois grand N sur gamma qui doit être plus grand que N. Donc, ça revient à dire, bien sûr, que bêta sur gamma est plus grand que 1. Et ça, c'est le fameux R0 qui est plus grand que 1. Alors, comment est-ce que Kermack et McKenwick en sont arrivés à cette conclusion? Et pourquoi cette conclusion est fausse, effectivement, d'un point de vue scientifique? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas affirmer, sur la base de l'étude mathématique donc du système SIR, que bêta sur gamma plus grand que 1 serait le critère de développement d'une épidémie, et à contrario, bêta sur gamma, donc strictement plus petit que 1, permettrait d'empêcher le développement de l'épidémie. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir quand vous voulez faire de la modélisation, c'est que il faut effectivement revenir à l'idée que les mathématiques deviennent un langage, donc qui est une manière d'organiser le dialogue entre les mathématiques et l'interprétation physique. Donc, voilà, c'est ça en fait un modèle. C'est vous écrivez des choses en formule, vous faites des calculs sur ces formules, et ensuite vous espérez que les résultats que vous avez trouvés vont vous apprendre quelque chose de réel. Bon. Alors, une fois que vous avez choisi donc de formuler une situation du réel en mathématiques, il faut quand même accepter quelque chose, c'est que ce sont les mathématiques qui vont décider ensuite de ce qui est correct ou pas dans le langage. En tout cas, voilà. Et donc, en fait, c'est pas à vous de dire ce que vous voulez ou pas, ce sont les formules, les équations que vous allez poser et les résultats qu'elles vont vous produire qui vous diront ensuite ce qui est correct ou pas du point de vue du langage. Donc, la condition à ça, c'est que tous les résultats que vous obtenez doivent évidemment trouver une interprétation dans le monde réel, et en particulier, il faut que les conditions même de la mathématisation de votre situation
puisse être discuté dans l'univers des mathématiques. C'est-à-dire, au fond, est-ce que j'ai le droit ou pas de modéliser une certaine situation par une certaine équation? Eh bien, ça, en fait, pour le savoir vraiment, il faut étudier à fond l'équation que vous avez posée et puis vous dire effectivement que vous avez bien raison d'avoir posé ça. Alors, le problème de la mathématisation, c'est qu'elle va subir une forme de contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, l'aspect mathématique des choses doit, dans un premier temps, être complètement trivial. C'est-à-dire qu'il faut que les équations, que les formules que vous posiez soient et restent intuitives à la compréhension. Donc ça, c'était une des grandes choses, effectivement, de la géométrie. La géométrie était toujours avant Descartes, d'ailleurs, accompagné d'un dessin, parce qu'il fallait que le raisonnement reste relativement intuitif. Mais si le but des mathématiques, ça n'était que d'écrire en formule des choses intuitives, ça ne servira à rien. Et bien sûr, l'intérêt des mathématiques, c'est aussi de produire, après des raisonnements pas forcément faciles, eh bien, des résultats non triviaux. C'est-à-dire, eh bien, finalement, des résultats qu'on peut trouver dans le réel, mais qu'on n'aurait pas devinés si on ne les avait pas obtenus par le calcul. Donc, c'est ça un des problèmes des mathématiques, c'est que si je suis face à quelque chose qui a l'air d'être non intuitif, est-ce que c'est quelque chose qui aura effectivement une interprétation dans le réel, ou c'est quelque chose qui me dit que finalement, eh bien, je me suis trompé dans la manière de poser mes équations, que la mathématisation du coup de la situation, eh bien, ne pouvait pas avoir lieu parce que les conséquences logiques de cette mathématisation, en fait, eh bien, sont contre-intuitives. Donc, c'est un peu là-dessus, si vous voulez, que vont buter Kermack et McKendrick et après eux, eh bien, toute la communauté des épidémiologistes. On va voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Bon. Alors donc, du point de vue mathématique, le modèle ICR, c'est un modèle de type donc équation différentielle ordinaire. Et en mathématiques, ce système s'étudie dans ce qu'on appelle le théorème de Cauchy, qui vous dit que si vous avez ici une certaine équation avec des propriétés mathématiques particulières, alors il existe effectivement ce qu'on va appeler l'intervalle des solutions. Alors c'est quoi l'intervalle des solutions pour nous? Ça va être tout simplement, eh bien, la période de temps pendant laquelle on pourra dire que l'épidémie a eu lieu, voilà, et qu'on peut trouver de manière unique, donc, eh bien, des solutions à l'équation qu'on a posée. Donc c'est existence, unicité des solutions, et existence des solutions sur un intervalle qu'on va appeler l'intervalle maximum, qui va être mathématiquement, dans le langage mathématique, eh bien, la période sur laquelle va se dérouler l'épidémie. Alors évidemment, c'est un résultat mathématique, et donc il va falloir traduire du coup en langage mathématique eh bien, ce qu'on a envie intuitivement de dire sur cette épidémie, en particulier sur ce qui se passe à l'origine de l'épidémie. Alors si vous voulez dire effectivement quelque chose dans le langage mathématique d'une condition qui se serait déroulée effectivement à l'origine de l'épidémie, c'est quoi l'origine de l'épidémie dans le langage mathématique? C'est la borne inférieure de l'intervalle maximal des solutions. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à organiser, si vous voulez, le dialogue entre la logique des choses, trouver l'origine d'une épidémie, et puis les choses de la logique, qu'est-ce que l'origine de l'épidémie dans le langage mathématique. Voilà. Alors donc, il y a deux choses effectivement dans ce théorème de Cauchy, donc ce qu'est la condition à l'origine, et ce qu'est ce qu'on appelle la condition initiale. Alors, c'est quoi la condition initiale? Eh bien, pour nous, dans les équations différentielles ordinaires et pour toute la physique, c'est un instant pour lequel on suppose qu'on a des valeurs mesurables des grandeurs qui nous intéressent. Donc ici, pour le modèle ICR, l'instant T0, c'est quoi? On décide qu'à un instant donné, assez arbitraire d'ailleurs, eh bien, on connaît une valeur de S, une valeur de I et une valeur de R. Alors, ça, évidemment, c'est un problème parce que, en vérité, vous allez voir qu'à un instant T0, on ne connaît pas grand-chose, on est incapable de mesurer effectivement en général une valeur de I, une valeur de S et une valeur de R. Donc, évidemment, le modèle ICR, il est bien posé pour le problème du Cauchy, et de plus, donc, les solutions, eh bien, on peut dire que si on les observe positives à un moment donné, ça veut dire qu'en fait, elles étaient tout le temps positives. Tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur R entier. C'est-à-dire que dans le modèle ICR, eh bien, on suppose que l'épidémie se déroule de moins l'infini à plus l'infini, c'est ce que nous dit le théorème mathématique. Et donc, tout simplement, quand on va vouloir, on verra tout à l'heure, eh bien, dire quelque chose à l'origine de l'épidémie, il faudra chercher la valeur limite quand t tend vers moins l'infini, effectivement, bien des grandeurs en question. Alors, si un autre résultat du modèle ICR, en fait, si S et I sont des solutions donc strictement positives du problème donc ICR, on a ce qu'on appelle les grandeurs conservées au cours de l'évolution de l'épidémie, c'est-à-dire que la somme en fait du nombre de susceptibles d'infectés et de rétablis est une constante. Et on a ici un second invariant qu'on appelle l'invariant de Pfaff et qui dit qu'on a aussi cette relation-là qui est conservée au cours du temps. D'autre part, donc ce nombre-là, SIR, normalement, vous pouvez le déterminer si à l'instant T0, vous connaissez les valeurs de S, de I et de R.
Ce qui est un problème parce que, en fait, on est incapable, étant donné un instant donné, effectivement, de l'épidémie, de dire vraiment exactement à un instant T0 que sont exactement ces valeurs-là. On a éventuellement quelques indications, mais on est incapable vraiment de savoir ce que c'est. Bon. Autre propriété du système, c'est que, à l'origine de l'épidémie ici et à la terminaison de l'épidémie, eh bien, le nombre d'infectés tend vers 0. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui apparaît comme solution mathématique, mais qui n'est pas, on va dire, contraire à l'intuition, et donc qui paraît dire que ce système ICR a l'air d'être bien posé pour modéliser effectivement une épidémie. Donc jusqu'à présent, si vous voulez, bon, il y a rien d'inquiétant dans ce système ICR, il y a à peu près tout qui va bien. Vous avez commencé à poser une question, vous dites qu'à l'instant T0, vous avez bien I et S strictement positif, et toutes les propriétés mathématiques ont l'air d'aller dans le sens qui vous font dire que le modèle SIR est admissible pour modéliser effectivement une épidémie. Donc il n'y a pas de contradiction, les choses logiques suivent un peu la logique des choses. Alors, sauf que, comme je vous ai dit, le problème c'est qu'on ne sait pas quoi mettre dans les constantes C01, C02, là, c'est ces choses qui sont conservées et qui normalement doivent être établies parce qu'on est censé connaître de l'épidémie à un instant T0, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas connaître à un instant T0 exactement les valeurs de SIR. Et donc là, on commence à avoir un vrai problème de traduction donc en mathématiques de ce qui se passe réellement sur cette épidémie. Alors, il y a une manière, effectivement, néanmoins, de se sortir un peu de ce manque d'informations, si vous voulez, à l'instant T0, c'est que si on veut naturellement que le système SIR modélise une épidémie, on a envie de dire que le nombre d'infectés de rétablis doit tendre vers 0 lorsque T tend vers moins l'infini. Donc, à l'origine de l'épidémie, on sait qu'on n'a pas d'infectés, mais on veut aussi, du coup, que le nombre de rétablis soit nul. Et on veut également que le nombre, effectivement, de susceptibles à l'origine, tende vers le nombre n, qui est, par définition, exactement le nombre de susceptibles à l'origine de l'épidémie. Donc, en fait, pour qu'on puisse imposer mathématiquement au système ICR ces conditions naturelles à l'origine de l'épidémie, il faut pouvoir démontrer que les quantités S et R admettent effectivement une limite lorsque T tend vers moins l'infini. Autrement dit, on peut bien définir leur valeur à l'origine. Et on peut effectivement, donc mathématiquement, démontrer qu'elles admettent bien des valeurs originelles, donc à T également l'infini, mais en fait, on voudrait en plus que ces valeurs originales, ce soit pour le nombre de rétablis, que ce soit égal à 0, et pour le nombre de susceptibles, que ce soit effectivement ce nombre n de susceptibles à l'origine. Alors, c'est possible d'accorder en fait toutes les propriétés du système ICR avec ces demandes-là, à condition qu'on détermine une valeur effectivement de C01 et de C02 qui soient respectivement, il faut que C01 soit égal à n et C02 soit égal à n moins n sur 0 log de n. Donc voilà effectivement ce à quoi on ne peut pas échapper quand on veut essayer de modéliser une épidémie par un modèle ICR. Il faut qu'on ait ces deux constantes-là qui soient fixées sur ces valeurs-là. Sinon, vous perdez effectivement l'idée que S et R vont tendre respectivement vers n et 0, donc à l'origine de l'épidémie. Sauf que maintenant, il va y avoir une contrainte supplémentaire qui va arriver et qui va faire que quelque chose de bizarre va être imposé au système qui, jusqu'à présent, ne demandait rien sur les valeurs de n, bêta ou gamma, mais simplement sur le réglage des conditions à l'origine. Donc évidemment, si on veut qu'une épidémie soit vraiment une épidémie, c'est-à-dire que le modèle SIR modélise bien l'évolution d'une épidémie, il faut que le nombre, effectivement ici, de susceptibles à la fin de l'épidémie soit strictement plus petit que le nombre de susceptibles à l'origine. Parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez consommé aucun susceptible durant l'épidémie. Donc, tout simplement, il y a une contradiction dans le fait de vouloir modéliser cette épidémie. Et donc là, il va apparaître quelque chose, une propriété qui n'est pas si facile à démontrer, même si, c'est pas très compliqué. Une condition nécessaire pour que, effectivement, on puisse savoir, en plus de tout ce qu'on a raconté, l'idée qu'on modélise bien une épidémie, et donc on a cette condition de terminaison, c'est que le fameux R0, qui est bêta sur gamma, doit être lui-même strictement plus grand que 1. Et donc c'est là où les choses vont commencer à dérailler, parce que, Kermack et McCulloch vont retrouver, alors, par des chemins pas très rigoureux, mais ils vont quand même l'écrire, ils vont retrouver qu'effectivement, pour qu'un modèle SIR soit valable, on a besoin de cette condition bêta sur gamma plus grand que 1. Mais en fait, ils vont dire une chose qui est complètement fausse du point de vue épistémologique, c'est que si ce critère, donc bêta sur gamma strictement plus grand que 1, n'est pas respecté, ils vont dire c'est que l'épidémie ne peut pas se développer. Alors ça, c'est une erreur grotesque d'interprétation, parce que en fait, si vous n'avez pas le rapport bêta-gamma qui est strictement plus grand que 1, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épidémie qui va se développer, ça veut juste dire
que, eh bien, votre modèle est incapable de modéliser l'épidémie. Et donc, c'est pas du tout la même chose du point de vue épistémologique, bien sûr, de dire que si vous n'avez pas la condition, donc bêta sur gamma strictement plus grand que 1, eh bien, votre modèle, en fait, est incapable de dire ce que vous voudriez qu'il dise, et de dire que si on n'a pas strictement 1, c'est qu'en fait, l'épidémie ne peut pas se développer, et donc elle est contrôlée. Et donc, en fait, il y a ici une erreur absurde d'interprétation, effectivement, épistémologique, puisque en fait, on va dire que du coup, il y a un seuil qui est ce fameux R0, donc plus grand que 1, et qui fait que soit une épidémie se développe, soit une épidémie ne se développe pas, alors qu'en fait, le seuil dit soit je peux modéliser, soit je peux pas modéliser, ce qui n'est pas du tout effectivement la même chose. Et donc, c'est ça que les épidémiologistes ne vont pas comprendre, parce qu'ils ont fait une erreur d'interprétation extrêmement grave, et donc ils vont chercher la baguette magique du seuil, c'est-à-dire comment on fait effectivement pour rendre ce critère, donc R0, strictement plus grand que 1. Bon. Donc en fait, c'est bien sûr une erreur d'interprétation qu'ils ont faite. Hein. Donc je répète ce que j'ai dit rapidement, c'est que si vous n'avez pas la condition effectivement bêta sur gamma plus grand que 1, vous ne pouvez pas prétendre à ce que le modèle ICR modélise une épidémie. Et donc, évidemment, ils ont confondu les choses de la logique, c'est-à-dire une condition formelle sur bêta-gamma qui permettait de rendre admissible le modèle SIR en termes de modélisation d'épidémie, et la logique des choses, le fait que l'épidémie puisse ou pas se développer. Alors en fait, la faute très grave de Carmack et McCormick, c'est qu'ils ont tellement confiance en leur modèle, c'est qu'ils supposent que du coup, toute épidémie forcément s'interprète dans ce modèle-là, et donc si vous n'arrivez pas à l'interpréter, c'est que fatalement, il y a quelque chose qui ne va pas, et sur quelque chose qui ne va pas, eux, ils l'interprètent comme étant, l'épidémie ne se développe pas. Donc en fait, ce qui arrive à Carmack et McKendrick, à l'épidémiologie, c'est qu'en fait, ils font pas preuve de suffisamment de doute, si vous voulez. Ils sont persuadés que le modèle ICR, de toute façon, est valable quoi qu'il arrive. Et donc, si on n'arrive pas à le résoudre, c'est pas que ils seraient incapables de modéliser une épidémie, c'est que l'épidémie elle-même ne peut pas avoir lieu. Donc voilà pour effectivement cette critique à l'origine de ce fameux, et c'est de là que ça vient, c'est effectivement de cet article-là. Bon. Alors donc pour essayer de trouver ce seuil qui n'existe pas, donc c'est ça qui est important, le seuil n'a jamais existé, c'est-à-dire vous pouvez pas faire en sorte que bêta sur gamma soit strictement plus petit que 1, c'est pas possible, sinon votre modèle de toute façon n'a aucun sens. Et donc les épidémiologistes ils vont essayer quand même de donner une consistance et une interprétation à cette condition donc de seuil si vous voulez, pour faire en sorte de montrer que si on joue du coup sur les paramètres qui définissent ce seuil, on arrive à contrôler l'épidémie, c'est-à-dire faire en sorte que dans l'esprit de Carmack et McKendrick, le système soit contradictoire et n'ait pas de solution. Alors pour essayer de donner valeur à ce seuil, il va y avoir deux écoles, l'école que j'ai appelée l'école du nombre basique de reproduction. Donc pour cette école-là, en fait, il est possible, bien qu'on vient de démontrer que ce ne soit pas le cas, qu'on ait un bêta qui soit strictement plus petit que gamma, et que donc effectivement on puisse se retrouver dans une situation qui n'est pas dans le modèle, mais qui est quand même considérée comme étant possible. Et puis l'école de l'unité collective, c'est celle qui va accepter que on ait bêta strictement plus grand que gamma, mais qu'on ait S en infini qui soit strictement plus petit que N. Et donc, pour essayer de s'en convaincre, elle va en particulier réaliser une confusion entre l'instant d'origine et l'instant initial. Bon. Alors, les conséquences politiques de ces deux erreurs, on les connaît. Donc, la première, c'est du R0 qui dit qu'on peut contrôler le R0 de sorte qu'on ait bêta strictement plus petit que gamma. C'est l'école de la distanciation sociale, du confinement, etc. Donc, j'avais montré d'ailleurs que c'était absurde, puisque en fait, celui qui avait eu le bêta le plus faible dans le modèle ICR, c'était de toute façon la Suède. Bon, voilà. Et puis la seconde école, c'est celle de l'unité collective, donc celle qui va vous faire croire qu'on peut avoir exponent infini strictement plus petit que n. Et donc, pour pouvoir donner une interprétation à ce résultat, il fallait en plus opérer une confusion entre l'instant d'origine, l'instant initial. Et donc, en fait, ces deux écoles vont vous faire croire, alors qu'on vient de démontrer qu'on ne pouvait pas avoir, si on voulait moins l'infini égal à n, c'était tautologique, on ne pouvait pas avoir bêta strictement plus petit que gamma. Ces deux écoles vont essayer de faire croire que c'est possible. Alors, comment ils procèdent? Alors, d'abord, il y a un léger problème, et là, j'aimerais, vous allez voir, c'est un petit modèle très simple qui dit que, d'abord, c'est parfaitement faux qu'on puisse avoir pour R0 strictement plus petit que 1 une épidémie qui soit contrôlée. Donc, le fait d'avoir R0 strictement plus petit que 1, de toute façon, même sans relever l'erreur de Carmack-McKendrick
lié au fait que c'est pas possible, eh bien, c'est parfaitement faux qu'avoir R0 strictement plus petit que 1 permet de contrôler une épidémie. Alors, pour ça, il faut définir proprement d'abord le R0 et puis voir comment on peut voir qu'il y a des épidémies qui se développent même avec R0 strictement plus petit que 1. Alors, pour ça, il faut définir ce qu'on va appeler la variable aléatoire des cas secondaires. C'est pour chaque individu. Vous notez par Y, donc, de cet individu, Y de oméga, eh bien, le nombre de personnes que Y a lui-même infecté. Et donc, comme vous le savez, on définit le nombre de cas secondaires comme étant eh bien, la moyenne des cas infectés sur tous les individus qui sont eux-mêmes infectieux. Donc, mathématiquement, voilà, R0, c'est défini comme l'espérance d'une variable aléatoire. Et donc, en fait, je construis un petit modèle très simple qui va montrer que toute une population va être contaminé par un virus, quand bien même R0 est lui-même strictement plus petit que 1. Alors, c'est très simple. Donc, vous imaginez une population, il y a 101 personnes que vous notez par oméga 0, oméga 1, etc., jusqu'à 100. Voilà. Donc, ça, c'est les individus de population. Donc, vous supposez que l'individu oméga 0, il va infecter 10 personnes. Et ces 10 personnes, vous les notez par oméga 1 jusqu'à oméga 10. Voilà. Et dans ces 10 nouvelles personnes infectées, vous allez choisir l'individu oméga 1. Lui, il va infecter 10 nouvelles personnes. Donc, ces 10 nouvelles personnes, vous les notez oméga 11, etc., oméga 20. Et puis les autres, là, oméga 2, oméga 10, eux, ils infectent personne d'autre. D'accord ? Et puis, donc, dans ces oméga 11, etc., vous allez choisir oméga 11 et vous allez dire que lui, oméga 11, il va effectivement infecter lui-même 10 nouvelles personnes, que vous notez oméga 21, oméga 30. Et puis, parmi celles-là, donc, parmi les précédentes, eh bien, oméga 12, oméga 20 n'infectent personne. Et puis, vous continuez comme ça, effectivement, jusqu'à 100. Et jusqu'à la personne oméga 81 qui a infecté 10 personnes qui seront oméga 91 jusqu'à oméga 100. Voilà. Donc là, vous avez un modèle, on peut dire, de super spreader, hein, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois une personne qui en infecte 10, mais par contre, eh bien, le vôtre qui infecte personne. Alors donc, à la fin de l'épidémie, vous voyez qu'il y a bien 101 personnes, l'ensemble des personnes ont été effectivement infectées, donc il n'y a rien qui a pu empêcher l'épidémie de se développer. On peut dire qu'il y a eu 10 super spreaders, c'est-à-dire les personnages oméga 1, oméga 0, oméga 11, etc., oméga 80, qui ont infecté chacune 10 personnes. Il y a 91 personnes qui n'en ont infecté aucune autre. Et donc, quand vous allez calculer le R0 par la formule de l'espérance, eh bien, vous allez obtenir que 10 personnes, donc sur 101, ont infecté même 10 personnes, 91 sur 101 n'ont infecté personne. Et le résultat, c'est que R0, il vaut 100 sur 101, il est donc strictement plus petit que 1. Et donc, vous voyez que vous avez un R0 strictement plus petit que 1, sans que, vous ayez pu empêcher la diffusion de l'épidémie. Voilà. Donc, en interprétant effectivement bêta sur gamma, donc R0 comme le nombre de cas secondaires, les épidémiologistes vont revenir à la possibilité d'avoir un bêta strictement plus petit que gamma, et ils vont essayer d'expliquer du coup l'absence de diffusion donc de l'épidémie par l'impossibilité du fameux décollement exponentiel. Donc le décollement exponentiel, j'en ai parlé la dernière fois aussi ici. Donc cette école, elle accepte bien que à l'origine, on est bien S1 infini égale N, mais elle va dire que je pourrais pourquoi pas avoir bêta sur gamma strictement plus petit que 1. Donc si vous prenez ces deux hypothèses, vous voyez qu'à l'origine de l'épidémie, en fait, D2I sur dt, ça va être une fonction strictement décroissante ici. Et donc si cette fonction est strictement décroissante, vous partez de I à moins l'infini qui vaut 0, et puis vous dites qu'en plus ça doit être strictement décroissant, donc ça évidemment c'est pas possible. Et donc comme c'est pas possible d'avoir ça, puisque c'est une contradiction mathématique avec effectivement les résultats précédents, eh bien vous allez dire que l'épidémie ne peut pas se propager. Donc en fait les tenants du R0 font la même erreur que Carmack et McCrenwick, c'est-à-dire qu'ils prennent une hypothèse qui est absurde, effectivement, parce que si elle est tenue, eh bien, SIR ne peut pas modéliser une épidémie. Donc, ils expérimentent effectivement que cette hypothèse est absurde avec ce petit calcul, et ils en disent, comme Carmack et McCrenwick, plutôt que de dire, oui, mais on peut pas avoir ça, parce que de toute façon, si on a ça, ça ne modélise pas une épidémie, ils vont dire que, eh bien, le résultat, c'est simplement que l'épidémie ne peut pas se développer. Donc, c'est la même chose. Alors, à l'opposé, vous avez l'école du R0, ce qu'on peut appeler l'école de l'immunité collective, qui accepte que le R0 est bien plus grand que 1, mais qui va refuser de poser S1 infini égale N. Donc, pour opérer une telle disjonction, elle va faire une séparation entre le nombre N et le nombre S1 infini. Donc, on a vu, nous, que mathématiquement, ce n'est pas possible, si vous voulez que SIR modèle une épidémie. Eh bien, eux, ils vont dire non, en fait, les deux peuvent être différents. On va prendre que N, c'est en France, par exemple, la population totale. Et S pour l'infini, c'est l'ensemble qui sont des personnes qui sont susceptibles à l'origine. Donc, ils font ces distinctions et ils disent, du coup, effectivement, donc ça, ils espèrent que ce nombre de gens susceptibles, eh bien, on peut le diminuer par vaccination, par exemple, et donc on peut le rendre différent, effectivement, de la population totale. Si vous faites une vaccination totale,
vous allez effectivement vous allez avoir un exponent infini strictement plus petit que n. Et donc ils vont dire, bah oui, du coup, à l'origine de l'épidémie, on va faire bêta exponent infini sur n, etc. Ça fait lambda 0i. Et puis à condition pour que lambda 0 soit strictement négatif, donc on ait une décroissance de i alors que ça devrait être strictement croissant à l'origine, eh bien c'est obtenu justement pour exponent infini strictement plus petit que n sur R0. Et donc ça veut exactement dire que vous devez effectivement vacciner 1 moins 1 sur R0 de la population pour être sûr que ce coefficient-là soit strictement négatif. Oui, mais on a vu que si SIR modélisait une épidémie, eh bien, ce coefficient-là ne pouvait jamais être strictement négatif. On avait toujours exponent infini égale n et bêta strictement plus grand que gamma. Donc, en fait, les deux, écrivent des contradictions et ils disent, comme on prend une contradiction par rapport à ce qui doit être l'orthodoxie mathématique, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, et ce quelque chose qui ne va pas, il l'interprète ensuite physiquement en disant que c'est tout simplement que l'épidémie ne peut pas se développer, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc voilà le résumé. Donc, chez Kermack et McKendrick, ils expérimentent la contradiction mathématique en disant qu'il faut avoir S plus infini strictement plus grand que moins l'infini si on a ça, donc ce qui est évidemment pas possible. Chez les tenants du R0, eh bien, ils posent bien que bêta strictement plus petit que gamma alors que c'est pas possible, et S moins l'infini égale n. Et chez les tenants de l'unité collective, vous gardez bêta strictement plus grand que gamma, mais vous posez S moins l'infini strictement plus petit que n sur R0. Dans tous les cas, en fait, eh bien, vous êtes en train d'écrire des conditions qui ne permettent pas de dire que SIR est un modèle de l'épidémie. Voilà. Alors, on va voir également pourquoi, effectivement, le fait d'immuniser maintenant une partie de la population n'a rien à voir avec le fait que l'épidémie ne va pas se développer. Donc ça, c'est lié à un théorème d'une propriété caractéristique du modèle SIR qui est son homogénéité. Donc, c'est d'abord un premier théorème qui dit que si vous fixez n strictement positif, eh bien, il n'y a qu'une seule solution qui vérifie la condition à l'origine et la condition de conservation. Le corollaire, c'est que si effectivement vous fixez n strictement positif et lambda, un nombre strictement plus petit que 1, si SIR, c'est les solutions du système pour n données, alors lambda S, lambda I, lambda R, ce sera les solutions si vous fixez comme nombre originel lambda n à la place de n. Donc, dit autrement, ce principe d'homogénéité, en fait, eh bien, il va techniquement complètement affirmer l'idée d'immunité collective. Il dit juste que si vous diminuez, en fait, eh bien, le nombre de susceptibles à l'origine, alors l'épidémie va juste se produire parmi les susceptibles restants. Donc, ce qui est parfaitement logique quand on y pense. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'effet magique, d'effet de seuil, il n'y a pas de problème dans l'interprétation. Alors, comment se convaincre, si vous voulez, que quand vous allez laisser un nombre effectivement éventuellement plus faible de susceptibles, eh bien l'épidémie va quand même se dérouler normalement entre ce nombre plus faible, quand bien même l'épidémiologie vous dit que l'épidémie est stoppée, eh bien il faut revenir à l'interprétation chimique du système SIR. En fait, le système SIR, c'est tout simplement un modèle qui copie exactement une synthétique chimique. Vous supposez que chimiquement S plus I donne 2I, donc un sain plus un infecté va donner 2 infectés, qu'un infecté a la possibilité de devenir guéri ou décédé. Et donc, vous allez utiliser pour modéliser la cinétique de ce système, en fait, ce qu'on appelle la loi des vitesses chimiques. Donc, vous allez écrire effectivement que vous avez une constante K1 qui vérifie ds sur dt, c'est ça. Donc, c'est une bimolécularité ici. Et là, c'est une monomolécularité. dr sur dt, c'est K fois I. Puis, vous utilisez bien sûr la conservation de la masse. Si vous n'êtes pas dans S, ni dans I, si vous êtes dans R, etc. Et donc, eh bien, ça vous donne du coup exactement les équations du modèle SIR. Donc, le modèle chimique est un modèle d'interprétation. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que maintenant, vous compreniez que la chimie peut vous servir à illustrer la diffusion d'une épidémie. Alors, vous supposez que vous disposez d'un réactif dans une solution à 1 mol par litre. Vous injectez un catalyseur qui est I. Une chaîne de réaction va se développer et à la fin, vous aurez consommé 80% du produit. Il en restera 20%. Donc, en fin de processus, vous voyez qu'il y a 0,2 mol par litre de produit qui n'a pas été consommé et 0,8 mol par litre de produit de réaction. Bon. Alors, vous supposez que vous observez cette réaction au cours du temps et vous supposez que le maximum des catalyseurs, à un moment donné, est atteint pour 0,4 mol par litre. Pardon, le maximum du produit de réaction, c'est 0,4 mol par litre. Bon. Donc, maintenant, vous vous placez à 0,4 mol par litre et vous injectez à nouveau une gaule de catalyseur. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce que vous disent les épidémiologistes, c'est que si vous commencez la réaction avec ce seuil, effectivement, de maximum sur les susceptibles, vous allez avoir une réaction qui va être bloquée. Alors, en fait, non, tout le monde comprend bien que si vous diminuez juste les produits de réaction en début de réaction, tout simplement, la réaction va quand même se faire, simplement, elle mettra en jeu moins de matière que si vous avez commencé avec une mol par litre. Et ici, dans le cas de cette réaction chimique, si vous mettez 0,4 mol par litre
de réactif en entrée, vous aurez à la fin 0,08 mol par litre de réactif et 0,32 mol par litre de réaction. Donc en fait, tout ça, c'est pour illustrer que si vous mettez juste moins de réactifs, donc si vous vaccinez les gens, eh bien, le modèle SIR vous dit que l'épidémie va se dérouler sur les autres. Bon. Donc voilà, en conclusion, le seuil de Kermack et Mac-Kendrick, c'est une illusion totale. Il s'agit juste d'une mauvaise interprétation physique, donc d'une condition nécessaire, un bêta sur gamma strictement plus grand que 1, pour que le modèle SIR puisse effectivement modéliser une épidémie. Donc, Kermack et Mac-Kendrick et les épidémiologistes ont introduit la possibilité, donc mathématique, d'une modélisation qui soit conforme avec la réalité, avec la possibilité d'une diffusion. Donc, dans le modèle SIR, vous ne pouvez pas prétendre que c'est modélise une épidémie si vous n'avez pas bêta sur gamma strictement plus grand que 1 et S pour l'infini, donc égal à N. Donc, les épidémiologistes, soit par la théorie du R0, donc ils ont gardé S pour l'infini égal à N, mais ils ont supposé qu'on pouvait avoir bêta sur gamma strictement plus petit que 1, soit les tenants de l'unité collective en disant on va garder bêta sur gamma strictement plus grand que 1, mais on va diminuer S pour l'infini. Donc, ceux-là ont inventé des légendes, en fait, sur l'idée que R0 strictement plus petit que 1 protégeait effectivement de la diffusion d'une épidémie et que S pour l'infini, donc la vaccination, strictement plus petit que N, donc pareil, protégeait la population. Donc voilà, donc pour moi c'est très clair que toute épidémiologie collective est fausse depuis le début. Il n'y a pas plus de R0 strictement plus petit que 1 qui permet de contrôler une épidémie que d'immunité collective qui empêcherait une épidémie de se développer. C'est totalement aberrant du point de vue d'interprétation physique. Et donc, pour finir, je dirais que moi, ce qui me trouble énormément, c'est que imposer un risque vaccinal aux enfants d'une théorie qui n'a aucune existence, c'est une imposture. Alors, je rappelle que la théorie de l'immunité collective, c'était déjà celle qui a fait dire à Cauchemez et Fontanet, donc en septembre 2020, qu'on aurait 400 000 morts, donc à l'automne, si rien n'était fait. Bon. Donc ça va dans la longue litanie des mensonges, des incohérences, des absurdités de Cauchemez et Fontanet, donc depuis le printemps 2020 en tant que membre du conseil scientifique. Et juste une petite comparaison, donc les épidémiologistes pour moi sont un peu comme des singes de la planète des singes, c'est-à-dire que ils célèbrent le dieu Kalima. Donc le dieu Kalima dans la planète des singes, c'était l'origine pour eux de la croyance et de leur existence, parce que c'est ce qu'il y avait écrit sur la cage en fait. Effectivement, dont ils étaient prisonniers, c'était Caution Live Animal. Et comme la fusée qui les transportait s'est écrasée, cette cage a été endommagée, il ne restait que Kalima. Et donc, en fait, c'est ça, effectivement, cette erreur d'interprétation sur l'origine qu'ils vont célébrer, c'est exactement la même chose pour Kermack et Mac-Kendrick. Il n'y a pas de dieu du seuil qui existerait. Cette erreur d'interprétation sur une espèce de seuil qui permettrait d'arrêter des épidémiologies, il n'a jamais eu de consistance, c'est juste une erreur d'interprétation que les épidémiologistes veulent, hélas, essayer de rendre vivant et de nous imposer comme condition de vie. Donc R0 plus petit que 1, c'est les confinements et les distanciations sociales, et la vaccination, c'est le seuil d'immunité collective. Tout ça n'a aucune existence en réalité théorique. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie beaucoup, effectivement, de m'avoir écouté. Alors, moi, je voudrais intervenir parce que je suis très contente que Vincent ait raconté tout ça. Je n'ai pas tout compris, j'avoue, mais ça démontre vraiment qu'il y a un manque de porosité entre la connaissance biologique et la connaissance mathématique, parce que moi, je m'étais intéressée à l'immunité collective du point de vue biologique, et ça remonte aussi au début du XXe siècle. Et alors, je ne sais pas si dans ces articles, je n'ai pas fait attention si c'était cité Kermack et Mac-Kendrick, voilà. Mais ces articles, du point de vue biologique, se réfèrent aux épidémies de rougeole, pour parler de l'immunité collective. Et donc, les épidémies de rougeole, avant la vaccination, il y en avait à peu près tous les 2 ans dans les pays développés. Voilà. Et donc, ils font toute une théorie là-dessus en disant que voilà, il doit y avoir un seuil de population qui est susceptible ou pas susceptible et qui permet à l'épidémie de reprendre. Bon. Ça, c'est des articles du début du XXe siècle. Et ensuite, quand on a développé les vaccins rougeole dans les années 60, on a repris ces articles, ces études, et on a appliqué ça au vaccin rougeole en disant, voilà, si on vaccine tant de pourcents, alors au départ, c'était 50%, ensuite ça a été 60%, je voulais les chiffres assez fantaisistes, on va arrêter les épidémies de rougeole. Et ça ne s'est jamais produit. Voilà. Là, on en est il y a des pays où on a 99% de vaccinés et ça ne marche pas, quoi. Il y a toujours de la rougeole qui circule. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que là, il y a quelque chose qui est vraiment confondant dans tout ça, c'est qu'on n'entend plus parler d'immunité naturelle.
Alors, il faut se rendre compte que la vie existe depuis 3,5 milliards d'années. Donc, il y a des pathogènes depuis le début des organismes vivants. Comment ont-ils fait sans vaccination pour survivre à toutes les épidémies? On nous dit que maintenant, l'OMS, en 2020, il a changé sa définition de l'immunité collective. C'est plus l'immunité naturelle, mais c'est l'immunité vaccinale. Donc, ça veut dire qu'avant les vaccins, je ne sais pas par quel miracle, on est toujours là et la vie a évolué. Voilà, ça. Donc, et ce que je voudrais rappeler, c'est que dans l'immunité naturelle, il y a en particulier, pour ce qui nous occupe avec la Covid, c'est les coronavirus. Donc, il y a une immunité croisée entre les coronavirus de rhume banal et le SARS-CoV-2, donc le virus COVID-19. Et ça, alors ça n'a pas été étudié mathématiquement, mais c'est certainement très, très important dans le fait qu'il n'y a pas eu tant de malades que ça. La plupart des gens font des maladies asymptomatiques. Et donc, sinon, alors il faudrait que Vincent ou d'autres personnes qui sont mathématiciens essayent d'appliquer des modèles, pas forcément ce CIR, puisqu'apparemment j'ai compris qu'il ne marchait pas, mais aux épidémies de rougeole, parce que moi je me suis intéressée aux épidémies de rougeole dans les îles qui n'avaient pas été mises en contact avec la rougeole depuis longtemps. Et ça serait intéressant de voir, parce qu'en fait, on raisonne toujours dans les pays développés où la rougeole elle doit exister à peu près depuis 5000 ans, on ne sait pas exactement, mais toute l'immunité de la population s'est fabriquée sur un contact avec la rougeole. Il y a des îles où on n'a pas visité ces îles depuis plusieurs générations, et c'est intéressant d'aller chercher ça. Enfin bref, moi, la conclusion, c'est que pour moi, en 2020, l'OMS a abandonné toute science lorsqu'il a édicté que l'immunité collective dépendait de la vaccination et pas l'immunité naturelle. C'est vraiment, c'est en dessous de la critique, ça. On ne peut pas le critiquer, c'est complètement aberrant, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci Vincent. Je ne sais pas si grand monde aura pu suivre le détail de ta démonstration, mais en tout cas, dans les principes, on voit effectivement des choses extrêmement intéressantes. D'abord, c'est quand il y a une erreur de modélisation, finalement, c'est le réel qu'on met en cause, mais pas la modélisation. Ces métaphores tout à fait extraordinaires où on s'inspire de la cinétique, de la chimie, en se disant ça doit être pareil, et puis qu'on applique ça. Et puis cette extraordinaire inaptitude à cultiver le doute dans le sens nécessaire du terme. Et donc, finalement, de brandir des indicateurs qui sont totalement vidés de toute substance. Et j'ai coutume de souligner qu'en Suisse, j'imagine que c'est la même chose chez vous, on nous a donné les valeurs quotidiennes du R0, un peu comme, vous savez, la circulation des pollens pour le rhume des foins, en disant aujourd'hui, il y a plutôt des graminées ou des arbres en fleurs, et c'est à tel taux, alors qu'on est sur des spéculations absolument totales. Et ça, évidemment, que ça va faire une transition magnifique avec l'exposé suivant. C'est-à-dire comment est-ce qu'une science qui se prétend rationnelle, en même temps s'affranchit de la réalité au point de ne plus avoir de réflexivité sur son contact avec le réel ou non. Mais j'aimerais me tourner vers Olivier pour voir un petit peu qu'est-ce que tu peux nous dire des réactions des spectateurs, en n'oubliant pas de brancher ton micro. Oui, alors les spectateurs, d'abord, première chose, ils sont absolument heureux qu'on soit de nouveau là et ils disent que cette fois-ci sur Chromebunker, ça marche bien. Donc, je leur rappelle que Chromebunker est une plateforme totalement bénévole et que vous pouvez faire un don et que si vous voulez qu'on puisse encore profiter de Chromebunker, je pense que ce serait très important on ait tous conscience de ça. Alors, effectivement, l'exposé de Vincent est particulièrement puissant et très complexe et je dois avouer que les commentaires, c'est beaucoup « je comprends rien ». Ça doit être très intéressant, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il va sûrement nous dire un truc plus clair à la fin. Il y en a même qui disent « Ah, c'est vraiment très poétique, j'aime beaucoup ». Et voilà. Donc, effectivement, je crois que tu as semé plein de monde, mais ça donne un côté très sérieux. Voilà. Mais globalement, effectivement, ce que dit Hélène, je suis tout à fait d'accord. C'était repris par pas mal de personnes dans le chat. Le principe de l'immunité collective, effectivement, une maladie comme la rougeole est une maladie absolument indispensable au développement. Quand j'ai fait mes études de médecine, on disait que c'est une maladie obligatoire. Maintenant, elle est interdite parce qu'elle embête tout le monde, mais elle existe effectivement. C'est la descendance de la peste bovine qui existait il y a 11 000 ans quand on domestiquait les bovins. Et c'est un peu la maladie de la domestication. Et tous les enfants sont confrontés à la domestication, donc ils la font naturellement. Et elle est protectrice de beaucoup de maladies, mais malheureusement, elle est interdite. Donc, je pense on a vu avec cette épidémie
le paradoxe d'une science qui n'est plus du tout une science et qui a perdu tout contact avec la réalité réelle de ce qu'est la médecine et de ce qu'est l'immunité. Mais ça, c'est pas nouveau, j'enfonce les portes ouvertes. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup Olivier. Alors on va se tourner vers Michel Maffezoli qui étudie depuis plusieurs décennies l'évolution de notre société, aussi dans la perception qu'on est en train de basculer hors d'un monde qui pendant plusieurs siècles a façonné notre regard sur la réalité. Et juste pour donner quelques jalons du travail intellectuel de Michel à travers des titres de livres, il s'est beaucoup intéressé à l'épistémologie mais quotidienne, telle qu'elle se pratique dans la conscience de tout un chacun, avec quelques titres comme Éloge de la raison sensible, que tu opposes au rationalisme morbide qui justement s'emballe dans ses propres logiques en se déconnectant quelque part de la vie dans sa réalité quotidienne. Être postmoderne, penser le monde tel qu'il est, l'ordre des choses, penser la postmodernité. Donc toute cette réflexion sur de quoi est-ce qu'on sort et vers quoi on se dirige, et avec certaines intuitions dont tu dois être heureux de voir qu'elles se concrétisent énormément dans ce qu'on est en train d'observer, notamment la résurgence du temps des tribus, cette recherche de liens et de communautés, là où la modernité avait un peu tout standardisé dans une vision verticale, la faillite des élites. C'est probablement un titre qui pourrait résumer à lui tout seul ce qu'on est en train de vivre. Et puis ton dernier ouvrage passionnant que je recommande à tout le monde, il est absolument délicieux à lire et intéressant à chaque page, L'ère des soulèvements. C'est-à-dire quand il y a un système qui est devenu aussi malsain et aussi obsolète quelque part, et ben forcément qu'il va y avoir des émergences de nouveautés, mais souvent avec une intensité, voire une violence à la mesure de la violence qui est imposée actuellement par des élites en perdition et qui semblent donner l'impression de vouloir s'accrocher à tout prix à leur pouvoir et à leur discours sur la réalité, dont par ailleurs il fait sens pour beaucoup de monde aujourd'hui qu'il n'est plus ni honnête ni pertinent. Michel, à toi. Ah, il faut juste brancher ton micro. Il n'est pas branché. Là, tu m'entends pas? Si c'est bon maintenant, c'est bon. Merci. Si, il me semble que c'est bon, d'accord. Bon, alors moi, bien sûr, c'est tout à fait différent. J'ai apprécié comme un rêveur et comme un poète ce que je viens d'entendre de Vincent. Et si je peux dire quelques petites choses contribuer au débat, hein, je ne sais pas s'il y aura débat, mais c'est vraiment tout à fait différent. Mais avant de répondre sur ce thème des soulèvements, en effet, moi qui me paraît important et quelque chose que j'annonce depuis déjà pas mal de temps et qui à mon avis est en train et va se réaliser, par rapport à ce qui a été dit tout au début sur ce qui est un processus inéluctable, hein, la censure, rien n'est nouveau sur le soleil, hein, c'est quelque chose qui est récurrent dès le moment où il y a une élite qui n'est plus en phase, elle tend, et c'est légitime, à se protéger. En même temps, moi, un des mots qui me paraît important pour bien comprendre ce qui constitue l'imaginaire à quelque moment que ce soit, c'est la ruse. Hein, c'est-à-dire que et les soulèvements, c'est une expression de cette ruse. Par exemple, le propre de la ruse, c'est tout simplement les moyens qu'a toujours la pensée libre, et c'est quelque chose, je crois, qui nous préoccupe ici, de penser librement au-delà justement de la doxa, avec les censures qui sont inhérentes. La pensée libre trouve toujours un moyen de se dépatouiller, si je le dis un peu simplement. D'ailleurs, Lévi-Strauss, à sa manière, avait employé un mot moi, qui me fait toujours rêver et qui en même temps est fort juste et fort simple. Il montrait que quand il y avait des mutations culturelles ou civilisationnelles, ce qui est en jeu actuellement, il parlait du bricolage. Hein, on bricolait en quelque sorte. Et en vous écoutant depuis tout à l'heure, au début de la discussion, eh bien, c'est intéressant de voir que quoi qu'il y ait des censures de divers ordres, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on arrive à se débrouiller. Hein. Actuellement, je réfléchis justement à propos de mon dernier livre et la poursuite que je vais lui donner. J'utilise à ma manière une expression de Hegel quand il parle de la ruse de la technique, la ruse de la raison, en montrant, d'ailleurs, il prend un exemple très simple, comment Jules César, finalement, c'est à partir de ses passions personnelles qu'il veut envahir la Gaule, et puis que cela aboutit à la raison qui dépasse les passions de César, qui est, dans le fond, la création de l'Empire romain. Voilà. Et m'inspirant de cela, moi,
depuis tout à l'heure j'y pense, je considère qu'il y a une ruse de la technique. La technique qui est quand même quelque chose qui est assez envahissant, quelque chose qui pour moi d'ailleurs, vu mon âge, est assez incompréhensible. Eh bien, je vois comment justement ces jeunes, et le jeune dont on parlait, Aïssam, est à cet égard intéressant, arrive à ruser, à se débrouiller par rapport à cela, pour arriver à ce que la parole libre, quand même, arrive à s'exprimer. Voilà, donc, réfléchissons à ce thème, ne tombons pas dans une espèce de pessimisme ou de sinistrose qui nous est assez familière, en particulier en France, à savoir qu'il y a toujours cette attitude de duplicité, de ruse, qui fait qu'on se débrouille et que le vitalisme continue. Voilà. Alors, par rapport à ce que on m'a demandé de faire une petite intervention sur ce terme du soulèvement des soulèvements. Hein. Pour moi, l'ère des soulèvements, je considère en effet que c'est quelque chose d'important et que cela arrive toujours quand il y a un grand décalage entre l'élite et le peuple. Bon, et encore une fois, moi, je suis un latin, moi, rien de nouveau sous le soleil, hein, donc on voit revenir de diverses manières quelque chose de cet ordre. J'ai souvent rappelé que on m'apprenait tout jeune ce qu'était la sécession plébis, hein, comment le peuple faisait sécession parce qu'il ne se reconnaissait plus dans le Sénat, comment d'une certaine manière Machiavel a rendu attentif quelques siècles plus tard au fait que il y avait à Florence la Belle ces grandes différences entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en jeu actuellement là-dessus. Alors, je vais proposer un mot, d'ailleurs une expression qui va guider un peu ma réflexion future, ce que j'appellerais le syndrome de Protagoras, pour montrer que dans le fond, c'est pas la première fois que se présente le fait qu'il y a une certaine paranoïa. Hein, Protagoras, je ne sais pas si tu te souviens, disait « l'homme est la mesure de toute chose ». Et d'une certaine manière, ce qui est en jeu actuellement dans les élites déphasées, de mon point de vue, c'est qu'elles restent sur cette vieille idée qui revient régulièrement, hein, encore une fois, qui fait que on va s'abstractiser par rapport à la réalité. Et alors, pour ce qui concerne la modernité, l'application de ce syndrome de Protagoras, c'est un de mes dadas, hein, c'est-à-dire voir comment ce qui a constitué la modernité, c'est l'individualisme, hein, être enfermé en soi-même. C'est quelque chose auquel on ne prête pas attention et qui est aussi une expression pour moi de cette paranoïa moderne, hein, c'est-à-dire on va construire le monde, hein, le constructivisme, hein, c'est-à-dire d'une certaine manière, ne pas tenir compte de la nature, ne pas tenir compte de l'ordre des choses. Hein. Moi, je suis attentif à cet ordre des choses qu'on voit régulièrement. D'ailleurs, la pensée latine en a bien parlé, et ce qui va culminer dans la grande idée cartésienne, il ne faut pas l'oublier, hein, dans le discours de la méthode, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Voilà. C'est ça le syndrome de Protagoras, hein, qui, encore une fois, Protagoras c'était le 5 siècles avant notre ère, mais on voit régulièrement, encore une fois, cette espèce, on pourrait dire, de grand fantasme se réaliser. Et à mon sens, alors cette idée-là aboutit à ce qui est ce qui a constitué, je dirais, moi, ce qui est le cœur battant des temps modernes, au 19e siècle précisément. Hein, et on est en train l'élite au pouvoir continue à être dans cette mentalité un peu hegeliano-marxiste, si je puis dire, hein, même s'ils sont assez ignares et qu'ils ne connaissent ni Marx ni Hegel, ça c'est autre chose, mais d'une certaine manière qui fait que dans cette espèce de grande prétention de dominer, de construire, hein, de ne pas tenir compte en quelque sorte de l'environnement naturel dans lequel on est, ils mettent en jeu ce qui encore une fois a été, même si on n'en est pas conscient, je dirais le cerveau reptilien de l'intelligentsia moderne, on va dépasser, hein, le Aufhebung hegelien, hein, on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser la maladie, on va dépasser la mort. Et fondamentalement, le transhumanisme, d'ailleurs, qui est l'aboutissement de cette grande idée du dépassement, repose sur ce grand fantasme, une espèce d'hallucination qui va dénier la finitude humaine, et c'est le mythe du progrès. Et donc, on est dans un moment où, dans le fond, de mon point de vue, je dirais la sagesse populaire ne se reconnaît plus
dans ce syndrome de Protagoras, ne se reconnaît plus dans cette conception, encore une fois, de domination de la nature, du monde, des autres, parce qu'on prend conscience, et moi je m'en suis expliqué dans un de mes livres qui s'appelle Écosophie, qu'il y a une sensibilité actuellement, qui fait que d'une certaine manière, je dis bien une sensibilité populaire, qui fait qu'il y en a assez de cette conception soit individualiste, soit paranoïaque de construire et de dévaster le monde, le dominer et le dévaster, soyons clairs là-dessus. Alors que, et par contre, pressentant qu'elle a fini, et voilà moi l'objet de mon propos actuellement sur cette ère des soulèvements, c'est que cette élite en déphasage continue à vouloir maintenir ces valeurs que je viens de dire. Comment le fait-elle ? Tout simplement, c'est quelque chose qui revient régulièrement là encore, la stratégie de la peur. Et la stratégie de la peur, comme au Moyen-Âge, ça peut être la stratégie de la peur de l'enfer, et là, une cléricature maintenait son pouvoir. Actuellement, maintenir son pouvoir, c'est la stratégie de la maladie, la peur de la maladie, encore une fois, dont on sait qu'à bien des égards, et là-dessus, moi je ne suis pas compétent pour comprendre ce que disait Vincent, mais ce que je crois saisir là-dedans, c'est que justement, il y a là, cette stratégie de la peur ne correspond pas à grand-chose, en tout cas, humainement, ne signifie pas grand-chose, mais c'est bien évidemment ce qui est la grande idée dominante, ce par quoi je dirais, une élite en perdition qui pressent qu'elle a perdu, essaie de maintenir son pouvoir. Alors, je rappelle, et là, tout ça, c'est encore une fois très simple, ce que je dis, c'est que quand il y a quelque chose qui est en perdition, c'est les fameux combats d'arrière-garde. Les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants. Pourquoi ? Parce qu'on pressent qu'on a perdu la partie, et donc du coup, on en rajoute. Le sang coule, si je puis dire. Eh bien, c'est un peu cela qui est en jeu. Pour moi, cette élite en perdition, pressant, je dis bien pressant, parce que par ailleurs, elle a toutes les manettes et techniquement, justement, elle arrive à imposer pas mal de choses, mais pressant que, je dirais, sa domination est finie, et du coup, on rajoute. Et c'est ça les combats d'arrière-garde. Et je voyais, pour éviter le pessimisme un peu ambiant, je dirais qu'il y a là quelque chose qui est, ce qui me paraît être en jeu, c'est que d'une certaine manière, ça n'est fini de ce pouvoir vertical. Ça n'est fini en quelque sorte des peurs qu'elle est en train de susciter, et on a toute une série, moi, alors là je dirais sociologiquement, je ne suis pas un bon sociologue, mais sociologiquement ou anthropologiquement, il suffit d'observer. Moi je vois, en vous parlant, je suis en train de regarder ce qui est en train de se passer dans mon quartier par ma fenêtre, de voir comment ces jeunes générations, dans leur débordement, comme dit la ministre actuelle de la Culture, dans leur débordement, c'est-à-dire tout simplement dans l'effervescence qui est la leur, l'effervescence musicale, l'effervescence de divers ordres, n'applique pas et se refuse à bien des égards à accepter en quelque sorte les diverses impositions dont nous sommes à bien des égards victimes, mais qui pour moi ne sont pas sur la longue durée très importantes. Voilà, en gros, pour conclure, et peut-être que tu pourras me dire deux ou trois petites choses pour me faire rebondir par rapport à cela. Quand je disais le mythe de Protagoras, c'est que finalement, ce qui a dominé dans la modernité et ce que, quoi que l'on n'en soit pas conscient, on continue à développer, c'est cette idée qui a émergé d'ailleurs au XVIIIe siècle, les droits de l'homme. Et c'est à partir des droits de l'homme, si vous voulez, qu'on s'est employé, je dirais, à dominer, à dévaster. Domination, c'est pas de moi ça, c'est une expression que j'emprunte à Heidegger, de montrer comment la domination aboutit à la dévastation de la nature. Mais ça, il faut pas avoir peur de le dire. Ce fut une belle chose, les droits de l'homme. Moi, ça me paraît actuellement désuet et obsolète, pour le dire un peu simplement. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça oublie que avant qu'il y ait des droits, ou corrélativement au fait qu'il y ait des droits, il y a aussi des devoirs. Devoirs aux origines ancestrales, l'instinct humain, la sagesse populaire. Puisque tu as cité un de mes livres, La raison sensible, c'est ça, cette espèce de conjonction. C'est Joseph de Maistre qui dit le bon sens et la droite raison réunis. C'est ça la raison sensible. Ne pas nier la raison,
C'est la rationalité est un de nos paramètres importants. Et mon maître Gilbert Durand me rappelait que l'imaginaire n'était pas irrationnel. Hein, c'était la prise en compte éventuellement du non rationnel qui avait sa rationalité propre. Et en même temps, se rendre compte que cette raison, cette rationalité, il faut la conjoindre avec les sens. Hein. C'est une idée qu'on retrouve chez Aristote, qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin. Moi, je lis beaucoup de saint Thomas d'Aquin actuellement, et c'est vrai qu'il montre bien cette espèce de conjonction qu'il y a entre les sens et la raison. Et voilà, c'est ça l'ordre des choses. Et que d'une certaine manière, cette élite au pouvoir, au travers d'un rationalisme abstrait, un rationalisme, certains ont pu dire morbide, un rationalisme, pour reprendre l'école de Francfort, instrumental, mais qui en fait oublie la dimension beaucoup plus entière de l'être humain et de l'être naturel, hein, c'est-à-dire la conjonction de la raison et des sens. Et c'est cette conception holistique, hein, pour le dire au travers d'un terme qu'on comprend aisément, eh bien moi qui est à l'origine de ce que j'appelle les soulèvements. C'est-à-dire, il y a eu une espèce d'hygiénisation à outrance, une tyrannie sanitaire de divers ordres, une asepsie de la vie sociale. À mon sens, il y a réaction au travers de ce que je viens de dire, la raison et l'essence, c'est-à-dire cette espèce de conjonction, une espèce d'entièreté des lettres, qui fait que on ne va plus se reconnaître peu à peu. Il y a un processus, là j'utilise un terme de Sorokin, sociologue américain, de saturation. Le processus de saturation, jusqu'au dernier moment, on n'en est pas conscient. L'image qu'il donne, c'est le verre d'eau que je sale et je sucre. Jusqu'au dernier grain de sel ou de sucre, je ne vois pas que le verre d'eau est saturé. Mais tout d'un coup, il est saturé. Et pour moi, voilà, je veux pas jouer au prophète. Je n'ai pas envie de dire des choses comme cela qui pourraient amener à rêver. Mais à mon sens, on est au bord de la saturation. Voilà. C'est en ce sens que, d'une certaine manière, il y a dans cette sagesse populaire un courage indéniable et qui risque de se manifester très bientôt de diverses manières. Merci beaucoup Michel, je ne résiste pas à la tentation de brûler la politesse à mes petits camarades, parce que j'ai trop envie effectivement de t'inviter à rebondir sur certains propos que tu viens tenir et certains concepts, parce que cette rationalité morbide, technoscientiste, on l'aperçoit bien dans ce qu'elle peut avoir de mortifère, de réducteur de la vie, de métrique, où finalement ça dévitalise toute l'épaisseur de l'être humain, de ses pulsions, mais après aussi toutes les nuances du vivant, comme Vincent l'a rappelé, c'est-à-dire que le R0, c'est une moyenne statistique, mais la contamination, elle n'est jamais statistique. Elle dépend de chaque individu, d'un écosystème, d'un environnement, du climat, de tout un ensemble de paramètres. Donc on voit bien ce rationalisme morbide ou instrumental. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu as évoqué Gilbert Durand, hein, la zébrure, l'âme tigrée. C'est qu'il y a carrément un rationalisme absurde, voire panique. C'est-à-dire que quand on fait croire que laisser mourir les gens, c'est scientifique, et que les soigner, c'est criminel. Il y a des médecins qui sont actuellement poursuivis par l'ordre des médecins pour avoir soigné avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine des gens et de les avoir guéris. C'est qu'on est vraiment dans un renversement. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si toute l'axiologie du monde était renversée et avec au fond une tonalité très pulsionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'enivrement des élites aujourd'hui, notamment dans une forme de jouissance de l'arbitraire. On peut vous imposer des choses complètement inutiles, hein, les enlever à certains moments, les réimposer à d'autres, prétendre tout et n'importe quoi, considérer que des statistiques frauduleuses sont plus probantes que des guérisons dans la réalité. Enfin, il y a une espèce d'enivrement, à mon sens. Et je trouve que les mots que tu as employés de paranoïaque, de panique aussi, quand Pan est là, Dionysos n'est jamais très loin, signe quelque chose que ce mythe technoscientiste comme ça, très, très rationnel, très dévitalisé, est en fait en train de se gorger d'un pulsionnel complètement délirant. Et pour moi, un peu à mi-chemin entre Ubu-Roi ou Ionesco. On est quand même beaucoup dans Rhinocéros, mais aussi le roi Sommeur, les chaises, enfin cette espèce de frénésie qui s'empare d'un monde en perdition. Et donc ça m'intéresserait d'avoir ta lecture un petit peu de cette flambée comme ça un peu délirante des élites en place, mais qui se réclament du rationalisme et de la scientificité.
permet de répondre, enfin de rebondir, sinon de répondre. Je rappelle ce qui est, on n'y fait plus trop attention en France à ce qui est un grand livre de Thomas Kuhn, Structure des révolutions scientifiques. Et il montre justement, donc son propos, c'est de voir comment naissent les révolutions scientifiques, les découvertes scientifiques, comment cela s'applique, comment cela structure une société. Et il montre, un des 2 ou 3 exemples qu'il donne, moi, m'a toujours fait rêver. Il montre que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait une forme d'équivalence en termes de découvertes scientifiques entre la Chine entre l'Europe et l'Extrême-Orient, la Chine nommément, la poudre à canon, l'imprimerie, etc. Et comment, à partir du XVIIe siècle, il y a eu, dit-il, un gap, c'est-à-dire un différentiel. L'Europe, la Chine ou l'Extrême-Orient restant jusqu'à la fin du XIXe siècle au même niveau, alors que l'Europe allait suivre son processus, son développement exponentiel. Pourquoi ? Alors, il utilise j'aime beaucoup le latin et le grec, quoi qu'on veuille le faire supprimer ici ou là, dans des pays barbares, mais disons que pour ceux qui, lui, historien américain a utilisé le latin et montrait que dans le fond l'Europe avait suivi, disait-il, la via recta, la voie droite, et que pour suivre cette voie droite, qui était le développement scientifique, elle va laisser sur le bord de la route toute une série, il dit encore en latin, d'impedimenta inutiles, c'est-à-dire des bagages qui alourdissaient la marche et qu'il fallait laisser sur le bord pour pouvoir aller droit au but. Alors c'était le rêve, onirique, ludique, festif, c'est-à-dire voilà des paramètres humains qui sont à conjoindre avec la raison, qui ne sont pas alternatifs à la raison, qui s'inscrivent dans une globalité, une espèce d'entièreté de l'être individuel et collectif. Et alors voilà, via recta, et on laisse de côté ces autres paramètres humains, et c'est ça qui a certainement donné ce rationalisme instrumental et morbide, c'est-à-dire qu'on ne garde qu'un des paramètres et on laisse de côté les autres. Alors on a été droit au but et peut-être droit dans le mur. Et moi, mon hypothèse, dans cette perspective un peu de Thomas Kuhn, c'est que ce qui me paraît être en jeu dans la vitalité, et en particulier le vitalisme des jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas dans l'élite. Le processus d'abstention actuellement en France est un phénomène fort intéressant. Je rappelle, parce que personne ne veut en parler, qu'outre cette abstention, il y a les non-inscrits. Moi, je connais des kilos de jeunes qui ne sont pas inscrits, les non-inscrits sur les listes électorales, ce qui fait que, outre les 80% de jeunes qui n'ont pas voté, il faudrait rajouter encore les 15% de non-inscrits. Ça fait beaucoup. Tout cela montre bien que, dans le fond, on ne se reconnaît plus dans cette conception pseudo-scientiste, ou plutôt disons scientiste, et pseudo-scientifique, parce que moi je respecte, je ne suis pas scientifique puisque je suis un rêveur, mais disons que je respecte éminemment la science, mais pas le scientisme, c'est-à-dire quand on se sert abusivement de statistiques, de chiffres, de machins, de choses, pour dans le fond maintenir justement cette domination. Alors voilà, moi il me paraît, si tu veux, que ces éléments qu'on avait laissés de côté, j'ai bien dit, je répète, ludiques, oniriques, festifs, ces jeunes générations sont en train de les reprendre. C'est ça que j'appelle raison sensible. Et donc, d'une certaine manière, c'est cela qui permet, j'ai parlé de ruse de la technique, de résister à la censure. C'est cela qui permet en quelque sorte de conforter ces soulèvements à venir, tout simplement parce que on va rentrer dans cette espèce on retrouve le désir de l'entièreté, une appétence. C'était l'idée d'appetitus de Leibniz, c'est l'idée de conatus de Spinoza, c'est-à-dire se maintenir dans l'être, avoir un effort si tu veux, mais à partir bien évidemment d'une entièreté. C'est ça la notion holistique. Et je crois qu'il y a lieu d'être attentif à cette holine. Donc tu vois, soyons clairs, moi je fais une critique du rationalisme, pas de la rationalité. La rationalité, c'est un paramètre humain qu'il est important de maintenir, mais qu'il y a une utilisation de cette rationalité en rationalisme, et en particulier, c'est effrayant d'entendre, et je le dis dans mon livre, la manière donc n'importe quel expert, n'importe quel bavard journaliste, n'importe quel politique avec suffisance, arrogance et outrance, chaque virgule, le mot science
comité scientifique, etc. Alors que dans le fond, quand on regarde avec attention, c'est du baratin, pour le dire un peu simplement. Voilà. Donc voilà un peu ma réponse. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais enfin disons que il y a lieu de relativiser, dans le vrai sens du terme, cette pseudo-attitude scientifique, qui est cela a été dit du scientisme, et que tout simplement, donc c'est ça, le rationalisme morbide ou instrumental, je reprends ici des expressions de l'école de Francfort, et que dans le fond, en pensant cette entièreté, eh bien, on revient, bien évidemment, à une sagesse populaire qui sait bien qu'il y a tous ces éléments-là. Sur un point particulier, puis je m'arrête là-dessus, dans le fond, cette stratégie de la peur extraordinaire, c'est le fait de dénier la finitude. Or, la finitude est une structure anthropologique. C'est-à-dire qu'il faut non pas dénier la mort, mais la ritualiser, l'homéopathiser, faire avec. Et une société équilibrée, société pour moi dionysiaque, puisque tu as souligné ce terme qui m'est cher, eh bien, c'est justement le fait d'arriver à homéopathiser ces éléments difficiles, soyons clairs, qu'est la finitude. Moi, ça va être mon travail cet été, où je vais un peu continuer à réfléchir sur comment on peut repenser sainement, rationnellement et pas rationalistiquement la finitude. Merci beaucoup Michel. C'est vrai que je crois qu'hormis des paranoïaques, on a tous le sentiment qu'il y a un accord perdu entre nous et le monde qu'il s'agit de retrouver, les jeunes générations peut-être plus, et que la sensibilité est un chemin dans cette direction. Olivier, tu avais envie de rebondir. Oui, c'est tout à fait passionnant. Effectivement, moi, ça me fait penser à la phrase de Goethe qui disait « Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie ». Et cette très belle phrase aussi de notre ami Reeves qui dit l'homme est en lutte avec la nature, s'il gagne, il est perdu. Et en fait, c'est intéressant parce que Damasio avait dit l'erreur des cartes et avait dit aussi Spinoza avait raison. On a une alliance concrète et morbide véritablement entre ce que j'appelle moi les scientifistes, ceux qui ont peur de la mort et ceux qui trouvent que réduire à la voie recta et surtout une voie simplifiante peut éviter des problèmes de réflexion tout en appauvrissant, mais il faut être clair très objectivement en faisant beaucoup plus de business. Donc, si je suis un peu pragmatique, excusez-moi d'être trivial, mais en fait, il y a un moteur extraordinairement puissant de cet appauvrissement culturel qui utilise la peur de la mort, etc. C'est le business. Comme dirait Louis, follow the money. Aujourd'hui, on voit bien que je lisais un article qui dit que les États-Unis sont gouvernés uniquement par 3 fonds de pension, Vanguard, BlackRock et State Street, qui gouvernent 17 000 milliards de dollars, et que si aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec la politique, eh bien, si vous êtes PDG, vous dites je suis pas d'accord avec ça, je vais faire un procès à l'État, on vous dit attention, vous êtes viré parce que ceux qui l'ont décidé sont majoritaires chez vous. Donc on a une alliance objective qui nous amène vers une pauvreté intellectuelle, une pauvreté scientifique. Et j'en voudrais un seul exemple en tant qu'homéopathe, par le fait que quand on donne une plante, on a dans la plante un totem qui a non seulement la molécule active, mais une foule de molécules autour qui font que ça marche beaucoup mieux. Mais ça, c'est pas brevetable. Donc pour que ce soit brevetable, on va extraire une molécule en appauvrissant la chose et en rendant le système, en rendant l'homme décroché de la nature et de cet équilibre extraordinaire. Mais ça peut être business. Donc, il y a un mélange entre les peureux, les scientistes qui sont rationalisés mais qui s'appauvrissent, et l'intérêt business qui est surtout le soutien de ça. Et je trouve que c'est tout à fait dommage. Et on pourrait dire effectivement, j'aime bien l'optimisme de Michel qui nous dit que la jeunesse en a marre de cette simplification et va revenir à une complexification. Et moi, je pensais en écoutant Michel à Gaudi qui avait imaginé la Sagrada Familia comme un arbre avec la forme des tensions dans les arbres et qui avait réussi à faire cet édifice extraordinaire avec des diamètres de poteaux très fins puisqu'il avait imité la nature. Je pense que l'homme, dans son orgueil, est en train de se planter littéralement, pour être un peu vulgaire, parce qu'il pense qu'il peut tout dépasser et il va juste, Hubert Reeves l'a dit, s'il gagne, il est perdu. Voilà ce que je voulais dire. Michel, ton micro. Michel, on ne t'entend pas, ton micro.
Et Sam, tu peux remettre le Ah micro. oui, voilà, pardon, Hilara. Juste une petite chose. Moi, je suis pas optimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire, je vais dire une chose très simple. Il m'arrive actuellement, depuis pas mal de temps, de faire des conférences devant des chefs d'entreprise qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus manager, comme on dit, leurs employés, leurs cadres, etc., de la manière qu'ils avaient appris à des écoles de commerce, c'est-à-dire à partir du fameux taylorisme, hein, c'est-à-dire purement la raison. Quand Ford demande à Taylor de gérer. Et je leur disais, et je leur dis, vous n'obtiendrez de la compétence que si vous mettez l'accent sur l'appétence, hein, l'appétit que je disais tout à l'heure en citant Leibniz. Et ces jeunes générations, c'est intéressant de voir comment nous, dans des quantités d'enquêtes qu'on a pu faire dans mon centre, on se rend compte que ce n'est plus la valeur travail qui est importante, c'est plus simplement les perspectives économicistes, mais c'est le qualitatif, tu vois, Olivier, c'est ça, le qualitatif de l'existence. Il y a des choses très simples qui ressortent. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Faire de sa vie une œuvre d'art. Et je ne peux que ici le dire d'une manière sloganesque, mais très concrètement, je vais donner un exemple. Une étude qu'on avait faite pour le MEDEF, sur le fameux turnover des cadres. Hein, qu'est-ce qui faisait qu'on ne restait plus dans la même entreprise, etc. C'est que Internet aidant, on savait, tel jeune savait que là-bas, dans l'équipe, fun, c'était cool. Donc, c'est pas eu un avantage salarial qu'on allait rechercher en quittant une entreprise, mais parce que il y avait quelque chose de l'ordre de la solidarité, fun et cool. Donc, il fallait apprendre à gérer le fun et le cool, c'est-à-dire, dans le fond, le qualitatif de l'existence. Hein. Et quand je dis ne plus perdre sa vie à la gagner, voilà un des éléments qui, je suis clair, hein, l'élite reste sur une conception économiciste, matérialiste, c'est un fait, c'est vrai, c'est réel. Et il suffit d'entendre les discours des experts, des journalistes, des politiques pour se rendre compte que c'est cela qui est dominant. Et concreto modo, on se rend bien compte qu'il y a d'autres types de valeurs qui sont en gestation. Voilà, c'est en ce sens, moi, que pour ma part, d'une manière, je dirais, pas optimiste, parce que c'est une conception morale et moi je suis immoraliste, mais en termes du réalisme, si vous voulez, c'est-à-dire tout à l'heure Jean-Dominique le disait, montrer hein, ce qui est là, même parfois un peu monstrueux, eh bien là il y a une vitalité qui, de mon point de vue, va surgir, c'est ça que j'appelle l'ère des soulèvements, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière, il y en a assez, cause toujours tu m'intéresses. Et que le mot que j'aimerais bien, sur quoi je voudrais vous rendre attentif, c'est le mot de ruse. Hein. Et cette ruse, on ne l'apprécie pas assez, alors qu'à mon sens, ça va être le détonateur de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Il y a Hélène également qui souhaitait intervenir. Voilà, moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Michel. Il a parlé de Thomas Kuhn et Olivier a parlé des révolutions scientifiques. Je voulais juste rappeler que Thomas Kuhn, c'était un physicien et que donc il a bien étudié les révolutions scientifiques en physique. Et ce qui nous manque maintenant pour la biologie, parce que la biologie, c'est quand même devenu la science qui domine un peu l'économie en ce moment, ça serait un Thomas Kuhn de la biologie. Et je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle Ni Dieu ni gène, de Jean-Jacques Cupiec et Pierre Sonigo, qui a fait d'ailleurs, qui était un best-seller, mais qui n'a eu aucune résonance dans le monde scientifique, sauf, moi, je veux dire quand même, sauf moi, j'ai travaillé là-dessus par rapport à l'immunologie, et le mois prochain, je vais arriver à publier un truc de ce qu'ont fait Cupiec et Sonigo, voilà. Et ça, je vous recommande vraiment de lire ce livre, Ni Dieu ni gène, parce que ça remet en cause toute la biologie, et c'est vraiment fondamental. Ça, et Conchillos, Faustine Cordon, ce sont des biologistes espagnols qui ont été publiés par Patrick Thor, qui dirige l'Institut Darwin, et les voies de l'émergence, c'est les voies d'émergence, et ni Dieu ni gène, ça va révolutionner la biologie quand on sera prêt. Voilà. Et sinon, la deuxième chose, très, très courtement, Michel a parlé du matérialisme qui fait agir les élites, mais ça va peut-être leur venir dans la tête, leur matérialisme, parce que avec cette histoire de faire couler le sang, comme l'a dit Michel, il fait allusion peut-être aux vaccins qui sont tellement toxiques que ça va détruire la force de travail. Et donc ça va commencer à les gêner, j'ai l'impression. Parce qu'ils commencent à s'apercevoir que c'est tellement toxique que la force de travail, qui est quand même, c'est les gens qui font tourner l'économie, ils ne vont plus pouvoir la faire tourner. Voilà. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'on s'arrêtera avant, quoi. Si je puis me permettre, il y a un mot, je le dis, c'est un mot pédant, mais qui n'est pas inintéressant par rapport à ce que vient de dire Hélène, c'est ce qu'on appelle une hétérotélie.
Hein, ça a été traduit par effet pervers, hein, c'est-à-dire que dans le fond, il y a quelque chose, un autre but que celui auquel on attendait, hétérotélie, hein, c'est ce que cela veut dire. Eh bien, c'est vrai qu'actuellement, cette élite au pouvoir qui est, j'ai dit, matérialiste, purement quantitativiste, économiciste, etc., ça risque, et c'est mon hypothèse, à lui retomber sur la gueule. Hein, voilà, c'est ça, c'est ce un peu que je disais. Moi, je veux pas me prononcer sur les vaccins parce que je suis pas compétent pour en parler. J'ai mon sentiment, mais un peu de l'homme de la rue, tout simplement. Mais je crois que c'est une hétérotélie qui amènera des choses graves à bien des égards. Voilà. Sur Thomas Kuhn, je rappelle un des termes de Thomas Kuhn qui est important. On le cite. Enfin, le mot est connu. On ne le réfère pas à Thomas Kuhn. C'est le mot paradigme. Hein. Et de fait, on assiste actuellement à la fin d'un paradigme scientiste en la matière. Et l'image que donne Thomas Kuhn quand il parle du paradigme, la métaphore qu'il propose, il dit le paradigme, c'est une matrice. Hein. La matrice, c'est que les réquisites, hein, il y a des conditions pour connaître la vie, c'est ça la matrice. Mais en même temps, il montre qu'une matrice peut être féconde, et c'est comme ça qu'il y a découvert scientifique, et elle peut devenir inféconde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les conditions requises pour connaître quelque chose. Je crois qu'il faut réfléchir à cette métaphore de Thomas Kuhn sur la matrice, sur le paradigme comme étant une matrice. En gros, la matrice ou le paradigme scientifique, a bien marché. Il aboutit à une conception scientiste et du coup, c'est une matrice qui n'est plus pertinente, enfin qui n'est plus féconde. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire par rapport à Thomas Kuhn. Et d'ailleurs, je rappelle que son livre est un livre fort intéressant, Structure des révolutions scientifiques. Merci beaucoup. Le temps passe à toute vitesse en votre compagnie. C'est vrai, Michel, qu'une des choses que j'envie beaucoup chez toi, outre ton génie anthropologique, c'est ta joie. Tu as vraiment une manière extrêmement joyeuse d'aborder ces réalités. Ça fait du bien, surtout dans une époque de sinistrose un peu comme celle-ci. Il y a presque quelque chose de sacré à pouvoir réfléchir à des réalités assez consternantes à certains égards, mais sans perdre ce goût du vivant et cet émerveillement devant les multiples déclinaisons de la vie telle qu'elle se déroule. Et effectivement, souvent des effondrements sont prometteurs de renouveau ou de percée en avant. Donc c'est ce qu'on va souhaiter, en tout cas comme porte de sortie désirable de la difficulté majeure dans laquelle on est sur le plan civilisationnel, avec cet appauvrissement qui touche un peu tous les domaines de l'existence. Et la médecine a été terriblement appauvrie au cours de cette crise, où on n'a plus du tout pensé au terrain, aux déterminants de la santé, aux patients, à toutes les actions salutogénétiques. Il n'y avait plus qu'un germe et un vaccin à attendre, vu qu'on avait éliminé toutes les autres possibilités. Et voilà, espérer que cet appauvrissement, effectivement, soit temporaire et débouche sur une autre explosion de vie une fois qu'on aura passé le goulet étroit de cette crise. Cela dit, je vais nous inviter à conclure, à faire un dernier tour de table, peut-être, pour remettre en parole et en circulation ce qui nous aura étonné, touché, ému, inspiré dans ce que nous aurons partagé ce soir et dans ce chemin, effectivement, de réflexion que nous faisons vivre en essayant de proposer une vision large de la science. C'est vrai que la science est belle quand elle est bien pratiquée, c'est un des volets de la connaissance, il y a d'autres manières de connaître le monde, et quand les différentes manières de connaître le monde sont en dialogue avec leurs compétences respectives, ça donne quelque chose qui est beau sur le plan de l'aventure intellectuelle. Donc qui souhaite ouvrir ce tour de conclusion? Allez, je vais commencer du coup. On a beaucoup parlé de matérialisme. Je pense qu'il faudra aussi ne pas oublier la phénoménologie, puisque il y a une critique très importante du scientisme qui a été faite par Husserl donc en 1935 sur la crise des sciences européennes, et que j'invite beaucoup de gens à relire. Husserl était philosophe, mais avant cela mathématicien. Et il avait beaucoup lui-même également disserté sur la déliaison entre le langage mathématique, le langage scientifique et effectivement, tout simplement le réel. Et il a très bien dit une chose qui me paraît importante pour conclure. Une science de fait ne produit qu'une humanité de fait, et la science n'a rien à dire sur le sens de la vie. Donc, effectivement, le scientisme de l'orbite, c'est exactement ça. Voilà. Merci Vincent. Qui prend la suite? Alors, juste un petit mot par rapport à ce que vient de dire Vincent. Déjà, il faudrait définir ce que c'est la vie, et ça, on n'en est pas encore arrivé. C'est vrai. Il y a du boulot là. Merci. Ah, Olivier, on ne t'entend pas. On voit tes lèvres bouger, mais on ne t'entend pas. Voilà.
Oui, effectivement, je rebondis sur ce que dit Hélène et ce que vous avez dit. Il y a ce que j'appelle moi du scientifisme qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Et on voit bien que la vie, c'est autre chose et qu'on a essayé d'extraire dans un matérialisme dominant, triomphant et catastrophique qui nous amène à des véritables drames. Et je pense que ce qui nous amène maintenant, et je suis tout à fait d'accord avec Michel, il y a un soulèvement de la nature, des processus naturels qui vont se rappeler à nous, qui vont nous montrer qu'ils sont infiniment plus puissants et que nos gènes, dont on ignore 90% de l'utilité, dont on ignore l'utilité de 90% des gènes, a quelque chose de beaucoup plus profond et que l'équilibre naturel est plus important. Et comme je le défends depuis des années, je crois que Jean-Dominique, tu seras d'accord avec moi, la maladie est une fonction, elle est utile, elle est indispensable à la vie. La maladie est indispensable à la vie et à la bonne santé. Et on semble l'oublier parce que toujours, excusez-moi de me répéter, mais le business fait que ce serait intéressant. Aujourd'hui, comme disaient certains, la médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Et je voudrais terminer sur deux éléments, outre le fait que Le Point disait que les élites qui nous gouvernent ont fait 0,52% des voix au régional, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que on est gouverné par des gens qui pèsent 0,52%, ce qui est quand même extraordinaire. Et même un député, un sénateur a dit que c'était plus que des clics sur un ordinateur. Et je voudrais dire une dernière nouvelle que je viens de recevoir, qui est qu'en Angleterre, le pays le plus vacciné d'Europe, il y a une alerte noire dans les hôpitaux qui sont absolument débordés de malades. Et ils ont un peu comme Broken Arrow dans l'armée américaine, ça veut dire on n'est plus capable de savoir. On est en difficulté. Peut-être qu'on va plus être capable de soigner la population, que les services vont être, et c'est pas avec des Covid, c'est avec des Covid, mais aussi beaucoup avec les effets secondaires qui envahissent littéralement les hôpitaux. Et je pense que si j'étais cynique, je me dirais, il va falloir aller jusqu'où pour qu'on entende ça. Et j'ai envie de dire, mais je vous en supplie, mais écoutez, regardez, ouvrez les yeux, regardez la catastrophe qui s'annonce avant qu'elle ne soit irrémédiable. Voilà ce que j'aurais à dire. Allez, restons optimistes et espérons que une forme de raison, mais une raison consciente, pas seulement une raison toute théorique et scientifiste, mais une vraie raison profonde, humaniste, philosophique, croyante en la vie, va triompher. Et on est là, ici tous. Dernière petite chose, n'oubliez pas de contribuer à Creuve Bunker, qui est gratuit. Et c'est très important, j'insiste beaucoup, parce que si vous voulez que Mathieu puisse continuer à vous offrir ce service, eh bien, il faut l'aider. Donc, tous à vos porte-monnaies, mettez la main à la poche si vous voulez que ça continue. Vous êtes tellement heureux, vous nous dites chaque fois dans les commentaires que vous êtes heureux de nous retrouver. Donc, donnez votre contribution, c'est concret. Voilà, à la prochaine fois. À toi, Jean-Dominique, à Michel. À Michel. Oui, juste un petit mot par rapport à ce qu'on disait depuis le début. Moi, je veux rappeler une espèce, il faut toujours revenir à ces banalités. La sagesse populaire le dit, qu'il faut dire et redire. On oublie trop souvent, et ce fut d'ailleurs, moi je le rappelle souvent, la phrase écrite dans la tradition culturelle qui est la nôtre, gréco-latine, Genesis kai phtora, phtora kai Genesis en grec, c'est-à-dire Genèse et déclin et genèse. Quand il y a une décadence, il y a toujours une renaissance. C'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Et peut-être, pour répondre Olivier, c'est cela pour moi, je dirais, l'humanisme intégral. L'humanisme intégral, c'est, si je le dis d'une forme ça que j'ai appris quand j'étais jeune, vivre sa mort de tous les jours. Et c'est vivre sa mort de en quelque sorte qui permet de vivre véritablement et d'avoir une vraie vitalité. Moi, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Ouais. Je voyais Annick de Souzenel ce week-end qui a 98 ans 3/4 et qui parlait effectivement du grand retournement, pas le grand reset, le grand retournement intérieur et de mort et résurrection quotidienne. Et tu me fais penser à ça de sa grande sagesse. Voilà, je te laisse conclure, Jean-Dominique. Merci beaucoup pour vous remercier toutes et tous pour ces beaux moments partagés ensemble où on essaye de donner de la lisibilité à un réel qui est un petit peu compliqué par moment. Et puis je me réjouis d'ores et déjà, Michel, de découvrir tes travaux sur la finitude. Un des grands écrivains romans, Ramu, avait cette très jolie phrase, c'est parce que tout doit finir que tout est si beau. Et je crois effectivement que nous sommes actuellement dans cet état de
de refus de notre finitude, de notre vulnérabilité, alors que ce sont les espaces de nos plus grandes libertés et qu'il y a quelque chose à nous réapproprier anthropologiquement dans cette grandeur de la petitesse, hein, ou l'immensité du quotidien. Et c'est en tout cas une belle aventure à vivre, et dans toute l'incertitude de la vie humaine qui est qu'on ne sait pas exactement à quoi ressemblera le chemin, même si heureusement il y a quelques intuitions qui nous permettent de voir quelques axes. Je terminerai juste sur une question qui a été posée de manière répétée ce soir. Il y en a eu un certain nombre, mais autour des révélations sur les emails d'Anthony Fauci aux États-Unis, et pourquoi est-ce que ça n'a pas plus d'impact. Ben, je crois que ça tient à cette définition que Michel Maffezoli donne des élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, et donc ils ont le pouvoir de ne pas dire, de faire comme si ça n'existait pas. Ça n'est qu'une couche de magouille supplémentaire, mais qu'on voit partout, qu'on voit dans les falsifications scientifiques, qu'on voit dans les concepts erronés, comme Vincent ne cesse de le révéler, qu'on voit dans toute cette mauvaise foi. Moi, j'ai une image qui me vient en tête à l'occasion de l'Euro. C'est un peu comme si l'arbitre d'un match donnait systématiquement gain de cause à une des équipes. Donc même si le Remdesivir a des statistiques totalement foireuses, ben on va dire que c'est magnifique. Et même si l'ivermectine a des statistiques magnifiques, et ben on va siffler penalty contre l'ivermectine. Et puis la presse unanime qui dit à quel point l'arbitre est tout à fait équilibré, qu'il est impartial, qu'il fait bien son travail. Et puis les gens dans les tribunes qui commencent quand même à se dire qu'ils exagèrent un peu et qui cherchent des moyens de ruser avec ça. Donc je pense qu'il y aura vraiment un point de rupture et de bascule, parce que la somme de magouilles à laquelle on assiste aujourd'hui, et en plus, ils s'en cachent même plus. En général, quand on magouille, on dissimule un peu les choses. Et aujourd'hui, ils ne dissimulent plus rien. Mais ce qui est aussi une indication à la fois de leur parano, mais aussi de leur perte de maîtrise dans l'hubris. Et ça, bah, évidemment qu'il y a des retours de manivelle inévitables tôt ou tard. Donc voilà, je voulais juste répondre à ces internautes qui nous ont questionné là-dessus. C'est une question de temps. Mais le colosse a des pieds d'argile et a priori, il va plus durer très très longtemps, même s'il y a une certaine course contre la montre, notamment par rapport à l'expérimentation génique et qui va beaucoup trop vite par rapport à ce que la sécurité et le bon sens commanderaient. Mais voilà, une chose à la fois. Merci à tous pour cette très très riche soirée. Bonne continuation et à bientôt pour d'autres comités scientifiques et espaces de dialogue. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.